L'état des lieux dans la Ligue canadienne de football. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un contexte, une perspective pertinente sur les enjeux dans l'industrie. Et c'est parti. Chris Jones, entraîneur-chef et DG des Rough Riders de Saskatchewan, a annoncé mardi qu'il quittait les Riders et la Ligue canadienne pour se joindre aux Browns de Cleveland de la NFL. Puis ça, c'est une décision qui marque un point tournant pour la Ligue parce que Jones était considéré à juste titre comme un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Et les Riders étaient redevenus graduellement une menace dans la division Ouest. Mais c'est pas étonnant qu'un coach décide d'aller pour la NFL parce que c'est le rêve de tous les jeunes coachs, particulièrement les Américains, de se retrouver dans la meilleure ligue un jour. La Ligue canadienne, c'est un séjour, c'est une transition, c'est une étape, un tremplin. Mais Jones va être payé entre 600 000 et 1 million de dollars US, ce qui est à peu près la moyenne pour les coachs défensifs dans la Ligue nationale de football, puis c'est nettement supérieur à ce qu'il gagnait avec les Rough Riders. Il va rejoindre Freddie Kitchens, qui fut embauché la semaine dernière comme entraîneur-chef des Browns. Et Kitchens et Jones se connaissent parce que en 1997, Jones était un graduate assistant coach avec le Crimson Tide d'Alabama et Kitchens était un des 4 quarts arrière sous la tutelle de Gene Stallings, entraîneur-chef. Alors, il y a une relation de confiance, puis Kitchens, quand il a eu de la grosse job avec la NFL, a décidé de plonger dans son réseau pour aller chercher un entraîneur qu'il connaissait bien. C'est quand même dommage parce que il y a une semaine au Mont-Tremblant, lors des assises de la Ligue canadienne, Jones avait signé un contrat d'1 an pour une extension avec les Rough Riders. Alors, tout le monde en Saskatchewan se disait, c'est réglé, il va être avec nous pour l'an prochain. Une semaine après, saute le contrat. Puis, les coachs, il faut savoir qu'ils ont plusieurs clauses qui leur permettent justement, si jamais il y avait une offre dans la NFL, de résilier leur contrat avec la Ligue canadienne. C'est pas public, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, de façon à ce que les gars ne perdent pas l'opportunité d'aller gagner beaucoup de sous dans la NFL et de poursuivre leur carrière à un meilleur niveau. Mais là où je veux en venir, c'est que la Ligue canadienne, elle va toujours être en constante menace de la part de la NFL. Et maintenant, 2 autres ligues vont affecter directement la durabilité de la Ligue canadienne, à mon avis. La Alliance of American Football, qui débute en février prochain, puis la XFL, qui débute en 2020, bien, ces ligues-là ont besoin de coach. Ces ligues-là ont besoin de joueurs, de personnel. C'est merveilleux pour les gens qui sont dans l'univers du football. Puis pour avoir été là à un jeune âge, je peux vous dire que c'est le fun d'entendre parler de nouvelles jobs et de nouvelles opportunités parce que c'est un département privilégié. C'est le football, dans tous les sports, c'est pareil, mais le football, les coachs, ben ça fonctionne avec un réseau, les gens que tu connais, il y a un nombre limité de jobs. Puis quand on crée des nouvelles ligues avec des nouvelles équipes, il y a plus de jobs. Je reviens au meeting de la semaine dernière à Tremblant. Il y a plusieurs sujets qui ont été discutés pour la Ligue canadienne, dont des nouveaux règlements, mais dont 2 autres sujets très importants. La nouvelle relation avec la Ligue professionnelle au Mexique, puis aussi les plafonds salariales pour le personnel de football. Le plafond pour le personnel, ça veut dire les entraîneurs puis les gens qui travaillent autour de l'équipe, directement près de l'équipe de football. Puis le plafond a été établi à peu près 2,6 millions de dollars pour l'an prochain. Puis il y a des pénalités si les clubs dépassent ce chiffre-là. Puis Jim Popp en parlait la semaine dernière de son rôle à Toronto. Puis il semblait pas convaincu que c'était une bonne décision. Le problème, c'est que certaines équipes se font mal en payant des individus de football trop cher pour les moyens de la Ligue. Puis ça arrive au niveau des DG, comme Jim Popp, puis ça arrive au niveau des entraîneurs aussi. Fait que là, les équipes, après ça, déstabilise la Ligue, puis c'est là la raison pourquoi la Ligue est arrivée avec ce règlement-là. C'est parce qu'elle voulait égaliser la compétition pour éviter que des équipes qui auraient plus de moyens ou plus d'ambition dépassent un peu les normes et causent un peu un déséquilibre à travers la Ligue au niveau du personnel. Le commissaire Randy Ambrosie, c'est quand même un gars que j'admire beaucoup pour son optimisme. Il pense globalisation. Il pense maintenant à débuter une relation avec le Mexique. Mais c'est une question aussi de réalisme. Parce que c'est beau d'avoir des ambitions de globalisation pour la Ligue canadienne, mais sachant très bien que la présence de la NFL est constante, de loin la meilleure ligue en termes de tout, absolument tout. Le talent des joueurs, l'expérience des entraîneurs, la qualité de la production, les stades, la compétition. Alors, ça ne veut pas dire que la Ligue canadienne, c'est pas un bon produit, au contraire. Ça veut simplement dire que la NFL est présente en Amérique du Nord et dans le monde entier de façon encore plus virtuelle qu'auparavant. Puis ça fait en sorte qu'on peut la consommer aussi facilement en 2019 et ce qui rajoute un défi énorme pour la Ligue canadienne de continuer de progresser et de se mettre dans une situation financière plus solide. Parce qu'un des défis pour Randy Ambrosie comme commissaire, c'est les difficultés et les faiblesses des organisations à Montréal et Toronto. Non seulement ils ont des difficultés à augmenter les assistances, mais ils ne gagnent pas non plus.
Et c'est difficile quand les deux meilleures villes, les deux plus grosses villes, les deux métropoles du Canada sont les deux équipes les plus faibles. Pourtant, Toronto est la propriété de MLSE, qui a énormément de ressources, tandis qu'à Montréal, c'est Bob Whittenall qui est le propriétaire de l'équipe. Un autre des défis, c'est justement cette idée de globalisation. Aller au Mexique, ils ont fait un combine ce week-end en tentant d'aller dénicher des joueurs. Excellente idée pour trouver des joueurs prospects, mais il faut se rappeler que dans cette ligue-là au Mexique, la moitié des joueurs sont des Américains. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un énorme défi de capacité, puis de talent, puis d'habileté pour des joueurs mexicains vis-à-vis les joueurs canadiens ou américains. Pour avoir connu ça dans l'époque de la Ligue mondiale et la NFL Europe, ben c'était de savoir aussi que c'était pas facile d'aller trouver des joueurs en Angleterre, en Espagne et partout en Europe qui pouvaient rivaliser avec les Américains sur un terrain de football. C'est un jeu compliqué et ça sera pas facile ce défi-là, mais l'idée et l'initiative est très bonne. Finalement, il y a l'arrivée d'une expansion officielle, la Ligue canadienne à Halifax. Je pense que Randy Ambrosie va l'annoncer bientôt. Les Schooners de l'Atlantique, qui va faire en sorte qu'on ait une ligue à 10 équipes. Excellente idée. Halifax est une bonne ville, de bonne taille. Il y a du très bon football dans les maritimes. Ça va faire en sorte qu'on va se répartir littéralement, géographiquement, de l'Atlantique au Pacifique. Alors, il y a des bonnes choses qui se passent dans la Ligue canadienne, mais il y a aussi des gros défis. Des gros défis de survivre. Des gros défis de quelques franchises en difficulté. Des gros défis de joueurs et de coachs qui choisissent une opportunité ailleurs. Et c'est ça qu'on va voir si Randy Ambrosie est capable de mener la barque et de stabiliser la CFL. Merci de m'avoir écouté. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci encore. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.